Mélisse de Kerangal, Réparer les vivants. Écrivaine née en 1967 à Toulon, Mélisse de Kerangal aborde dans ce livre la question de la greffe médicale au travers d'une famille dont un accident va bouleverser la vie. Un adolescent meurt, ses parents vont devoir décider de donner ou pas son cœur pour un patient en attente de greffe. Les méandres affectifs, inconscients, sociétaux, tels artères et veines en quête d'une nouvelle vie, seront parcourus par l'écriture au scalpel de Mélisse de Kerangal. Tel un chirurgien, elle va révéler plaie, mort, renaissance, risque, empathie, douleur, et nous faire partager les affres, autant physiques que psychiques, vécues lors d'une greffe d'organes. Les secours sont arrivés sur place vers 9h20. SAMU, gendarmerie et des panneaux ont aussitôt été installés en amont et en aval de la voie afin de dévier la circulation sur de petites routes collatérales et protéger ainsi la zone d'intervention. L'essentiel du travail a été de dégager les corps des 3 garçons incarcérés dans le véhicule, mélangés à ceux des filles sirènes qui souriaient sur le capot ou grimaçaient, déformées, écrasées les unes contre les autres, charpies de cuisses, de fesses, de seins. On a établi facilement que le petit camion roulait vite, une vitesse estimée à 92 km/h, de sorte qu'il dépassait de 22 km/h la vitesse autorisée sur ce segment de voie. Et l'on a établi aussi que, pour des raisons inconnues, il s'était déporté sur la gauche sans plus revenir dans son axe, qu'il n'avait pas freiné, pas de traces de pneus sur l'asphalte, et qu'il avait percuté ce poteau de plein fouet. On a constaté l'absence d'airbag, le modèle de la camionnette étant trop ancien, et que sur les 3 passagers assis à l'avant, 2 seulement portaient une ceinture de sécurité. Ceux-là étant assis contre les portières, côté conducteur et côté passager. Enfin, on a établi que le 3e individu placé au centre de la banquette avait été propulsé vers l'avant sous la violence du choc, crâne heurtant le pare-brise. 20 minutes ont été nécessaires pour le dégager des tôles. Était inconscient à l'arrivée du SAMU, cœur battant toujours, et, ayant trouvé sa carte de cantine dans la poche de son blouson, on a établi que son nom était Simon Limbre. Révol sait qu'elle a compris, sait qu'elle sait, et c'est avec une douceur infinie qu'il consent à étirer le temps qui précédera sa parole. Saisit le sulfure de Venise et le fait rouler dans la paume de sa main. La boule de verre chatoie sous la lumière froide du néon, diapre les murs et le plafond, veineuse, elle passe sur le visage de Marianne qui ouvre les yeux, et c'est, pour Révol, le signal qu'il peut commencer. Votre fils est dans un état grave. Au premier mot prononcé, timbre clair, cadence calme, Marianne appuie ses yeux, secs, dans ceux de Révol qui la regardent idem, tandis que sa phrase se met en branle, tandis qu'elle se compose à présent, limpide sans être brutale, sémantique d'une précision frontale, l'argos tramé au silence, ralenti qui épouse le déploiement du sens, assez lente pour que Marianne puisse se répéter intérieurement chacune des syllabes entendues, les inscrire en elle. Lors de l'accident, votre fils a subi un traumatisme crânien. Le scanner fait état d'une lésion importante au niveau du lobe frontal. Il porte une main sur son crâne, à l'arrière de son front, figurant sa parole. Et cette commotion violente a provoqué une hémorragie cérébrale. Simon est en état de mort cérébrale. Il est décédé. Il est mort. Évidemment, après avoir débité un tel truc, il faut reprendre son souffle, marquer une pause, stabiliser les oscillations de l'oreille interne pour ne pas s'écrouler à terre. Les regards se dessoudent. Révol ignore le bip qui se déclenche à sa ceinture, ouvre sa main, scrute le sulfure orangé qui chauffe contre sa paume. Il est exsangue. Il a annoncé la mort de leur fils à cet homme et cette femme, ne s'est pas raclé la gorge, n'a pas baissé la voix, a prononcé les mots, le mot, décédé,
et plus encore le mot « mort », ces mots qui figent un état du corps. Mais le corps de Simon Limbre n'était pas figé. C'était bien là le problème, et contrevenait par son aspect à l'idée que l'on se faisait d'un cadavre, car, enfin, il était chaud, l'incarnat vif, et il bougeait au lieu d'être froid, bleu et immobile. Ok, on prélève quoi? Sean a réattaqué tête baissée, regard par-dessous. Et Thomas, surpris par ce changement de cap, fronce les sourcils et se cale illico sur ce nouveau tempo. Il est question de prélever le cœur, les reins, les poumons, le foie. Si vous consentez à la démarche, vous serez informé de tout, et le corps de votre enfant sera restauré. Il a énuméré les organes sans flancher dans cet élan qui le conduit toujours à préférer la précision sèche au flou de l'esquive. Le cœur? Marianne redemande. Oui, le cœur, Thomas répète. Le cœur de Simon. Marianne est étourdie. Le cœur de Simon. Des îlots de cellules sanguines confluent dans un petit sac pour former le réseau vasculaire initial au 17e jour. La pompe s'amorce au 21e jour. Des mouvements contractiles de très faible amplitude, mais audibles sur des appareils hautement sensibles, paramétrés pour l'embryologie cardiaque. Le sang s'écoule dans les conduits en formation, innervant tissus, veines, tubes et artères. Les 4 cavités s'élaborent. Le tout bien en place au 50e jour, même si inachevé. Le cœur de Simon, un abdomen en boule qui se soulève doucement au fond d'un lit parapluie. L'oiseau des terreurs nocturnes affolé dans une poitrine d'enfant. Le tambour staccato calé sur le destin d'Anakin Skywalker. Le riff sous la peau, quand se hausse la première vague. Le corps de votre enfant sera restauré. C'est une promesse, et c'est peut-être aussi le glas de ce dialogue. On ne sait pas. Restauré. Thomas regarde sa montre, calcule. Le second électroencéphalogramme de 30 minutes aura lieu dans 2 heures. Souhaitez-vous prendre un temps seul? Marianne et Sean se regardent, acquiescent de la tête. Thomas se lève et ajoute « Si votre enfant est donneur, cela permettra à d'autres personnes de vivre, d'autres personnes en attente d'organes. » Je ne veux pas qu'ils ouvrent son corps, qu'ils le dépiotent. Je ne veux pas qu'ils le vident. Pureté chromatique de la voix de Sean, blanche, que le froid aiguise comme la cendre sur la lame. Ils ne lui feront pas mal. Ils ne lui feront aucun mal. La voix de Marianne est prise dans un filtre textile, et Sean lâche ses mains pour la prendre dans ses bras. Ses sanglots prolongent les souffles de la nature. Il acquiesce. D'accord. Il faut retourner là-bas maintenant. Il est donneur. C'est Sean qui fait cette déclaration. Et Thomas Rémige se lève brusquement de sa chaise, chancelant, rouge, le thorax en expansion sous l'effet d'un influx de chaleur, comme si son sang prenait de la vitesse. Il s'avance vers eux. Pile. Merci. Marianne et Sean baissent les yeux. Le bloc est prêt. Le cialytique projette sur la table d'opération une lumière blanche, verticale et sans ombre portée. Les spots rassemblés en bouquets circulaires, convergents, leur faisceau sur le corps de Simon Limbre que l'on vient d'amener sur son lit et qui présente toujours la même animation. On s'émeut encore de le voir ainsi. Il est placé au centre de la pièce. Il est le cœur du monde. Elle a préparé le matériel, disposé les ustensiles et maintenant se récapitule à voix basse l'ordre de préparation des organes. Murmure derrière son masque. 1. Les reins. 2. Le foie. 3. Les poumons. 4. Le cœur.
Puis elle recommence en sens inverse, se récite la marche du prélèvement établie en fonction de la durée d'ischémie que tolère l'organe. Autrement dit, sa durée de survie une fois interrompue la vascularisation. 1. Le cœur. 2. Les poumons. 3. Le foie. 4. Les reins. Le corps est étendu, nu, les bras en croix, afin de bien dégager la cage thoracique et l'abdomen. Il est préparé, rasé, badigeonné, puis recouvert d'un champ stérile qui délimite une fenêtre de peau sur son corps, un périmètre cutané couvrant le thorax et l'abdomen. On y va. On commence. Première équipe présente au bloc. Les urologues, donc, ouvrent la marche. Ce sont eux qui ouvrent le corps et ce sont eux qui le refermeront à la fin. Clampage. Le cœur s'arrête de battre. Le corps est lentement purgé de son sang, lequel est remplacé par un liquide réfrigéré qui, injecté à fort débit, va rincer les organes de l'intérieur, tandis que les glaçons sont immédiatement disposés autour d'eux. Un transporteur spécialisé les reconduit à l'aéroport. Ils foncent à ras de terre tandis que leurs yeux accompagnent le mouvement des chiffres sur l'horloge du tableau de bord. Suivent la danse des bâtonnets lumineux qui se couchent et se redressent, vont et viennent sur les aiguilles de leurs montres, sur les formes pixelisées sur les écrans de leur téléphone. Un appel justement, le portable de Virgilio s'allume. C'est Harfang. Il est comment ? Nickel. L'avion atterrit au Bourget à 00h50. Le temps se radicalise. Un appel du bloc, alors qu'il passe gare au nord. La patiente est installée, on commence la préparation. Où êtes-vous ? On est à 10 minutes de la chapelle. On est dans les temps. Les chirurgiens commencent à présent un long travail de couture. Ils œuvrent à reconnecter le cœur en procédant de bas en haut, de manière à l'ancrer en 4 points. L'oreillette gauche du receveur est cousue à la partie complémentaire de l'oreillette gauche du cœur du donneur. L'oreillette droite, idem. L'artère pulmonaire du receveur est raccordée à la sortie du ventricule droit du donneur, l'aorte à la sortie du ventricule gauche. À intervalles réguliers, Virgilio masse le cœur, il le luxe des 2 mains, et alors ses poignets disparaissent dans le corps de Claire. Quelque chose de plus routinier s'installe maintenant, des bribes de conversation enflent, parfois un brouhaha, des plaisanteries de bloc, des blagues d'initiés. Le travail de suture est enfin achevé. On purge le greffon, on évacue l'air afin d'éviter que des bulles remontent au cerveau de Claire. Le cœur peut désormais recevoir le sang. Il appose soigneusement les palettes électriques de chaque côté du cœur, jette un œil sur l'écran de l'électrocardiogramme. On choque ? Feu ! Le cœur reçoit la décharge, le monde entier s'immobilise au-dessus de ce qui est maintenant le cœur de Claire. L'organe remue faiblement, 2, 3 soubresauts, puis il se fige. Virgilio déglutit. Harfang a posé les mains sur le rebord du lit et Alice est si blanche que l'anesthésiste, de peur qu'elle ne s'écroule, la tire par le bras pour qu'elle descende de l'estrade. Deuxième essai. On choque ? Feu. Alors, le cœur se contracte. Un tressaillement, puis ce sont des secousses quasi imperceptibles, mais que l'on peut voir si l'on s'approche. Ces faibles battements. Et l'organe, peu à peu, recommence à pomper le sang dans le corps, et il reprend sa place. Puis ce sont des pulsations régulières, étrangement rapides, qui bientôt forment rythme, et leur frappe évoque celle du cœur d'un embryon, cette saccade que l'on perçoit lors de la première échographie. Et c'est bien la frappe initiale qui se fait entendre, la première frappe, celle qui signe l'aube.